Bonjour, bonjour, c'est PPC. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Web3 Café. Pour démarrer cette mise en jambe, un épisode concernant les NFT et les industries créatives. Dans cette interview, enregistrée en juin 2022, Sandrine Decorde, cofondatrice et CEO de Artcare, l'entreprise spécialiste des projets NFT pour les industries créatives et les marques, nous donne les clés pour bien comprendre l'impact que vont avoir les NFT et le Web3 pour les artistes et les écosystèmes des industries créatives. Bonne écoute de cet épisode du Web3 Café et profitez-en pour vous abonner au podcast en appuyant sur le bouton dédié à cet exercice de très très haute voltige. On rembobine et c'est parti. Un NFT, tu le sais peut-être, c'est un acte de propriété numérique certifié par une communauté d'ordinateurs. Le NFT a bien plus de valeur qu'un objet numérique car on ne peut pas le copier, mais on peut le revendre. Les métaverses, ce sont des univers numériques qui combineront peut-être notamment des réalités immersives et interactives nouvelle génération. Nous n'en sommes qu'au début et nous n'avons encore rien vu. Le Web3, c'est un web nouvelle génération, un web qui combinera les métaverses, les NFT, de nouvelles technologies et probablement de nouvelles gouvernances pour permettre de nouveaux usages qui restent à inventer. Si certains multiplient les efforts pour tenter de démocratiser ce qui se cache derrière ces mots un peu barbares pour le commun des mortels, d'autres ont vite fait de nous perdre avec moult détails, variances d'explications, discours de geeks certes bienveillants mais parfois tellement abscons que l'on a vite fait de se dire que les NFT, le Web3 et les métaverses vont probablement débouler massivement mais que l'on a encore un peu de temps avant que cela fasse vraiment partie de notre vie de tous les jours. Trop compliqué, trop technique, trop loin de nos urgences du moment. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais ça me rappelle un peu les mêmes réflexes et réactions que nous avions lorsqu'en 1992, les pionniers nous expliquaient le web et l'Internet en nous disant que l'on ne pourrait pas y échapper. C'était il y a déjà 30 ans, et pourtant à l'époque, nombreux étaient ceux qui n'y croyaient pas. Alors, on y croit au Web3, on y croit au NFT, on y croit au Metaverse. Oui. La solution, pour bien comprendre, elle passe de mon point de vue par une approche très pragmatique, en mode learning by doing. Oui, on apprend en faisant, et puis par la fine compréhension de ce que les NFT et le Web3 peuvent changer et amener comme opportunité sur un secteur en particulier. Et si on regardait ce que toutes ces nouvelles technologies peuvent et pourraient amener pour les artistes et l'industrie créative, bonne pioche. Pour mieux comprendre l'impact probable que vont avoir les NFT et le Web3 pour les industries créatives, l'invité de cet épisode du podcast est Sandrine Decorde, la cofondatrice et CEO de Artcare, l'entreprise spécialiste des projets NFT pour les industries créatives. Bonjour Sandrine. Bonjour PPC, quelle introduction! On attaque avec une première question. Pourquoi les NFT sont très importants pour les artistes selon toi? Alors pourquoi les NFT sont très importants pour les artistes? C'est une question extra. En fait, on s'est rendu compte que pendant tout le Web 2, tous les créatifs et les créateurs de formats numériques donnaient leur création, notamment aux plateformes de réseaux sociaux. Et ce qui est apparu avec la technologie des NFT, c'est que les artistes pouvaient authentifier, identifier une de leurs œuvres digitales, que ce soit de la vidéo, du son, de la photo, de la création 2D ou 3D, et la mettre en vente, tout en touchant des royalties sur les ventes secondaires lors de la revente. Et ça, c'est une véritable révolution qui met en direct un petit peu les créateurs avec leur public, leurs collectionneurs. Et ça, c'est la vraie révolution des NFT dans le domaine créatif et pour l'industrie créative. Alors, ça change tout, mais concrètement, les grands enjeux qu'il y a pour les artistes, quels sont-ils? Les grands enjeux pour les artistes, c'est de pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle en France les droits de suite ou les royalties sur le marché secondaire. Et dans l'industrie créative, ça a toujours été pour les artistes qui créent les œuvres à l'origine des œuvres, très facile de prendre leur part de revenus lors de la vente primaire, quand ils sont vendus par les galeristes, par exemple, ou sur les plateformes de streaming. Mais c'est plus compliqué sur des objets de création artistique lorsque ces objets sont revendus, notamment des artistes digitaux, les artistes numériques. Pour eux, c'était assez complexe de pouvoir tracer les reventes et de pouvoir faire appliquer leurs droits de suite. On n'a pas, comme dans l'audiovisuel, des organismes collecteurs et redistributeurs comme la SACEM. Et c'est là que tout le système des NFT avec les plateformes apporte une véritable révolution technologique. Pour l'instant, et s'applique beaucoup et est beaucoup exercé par les artistes visuels qui commencent à rentrer dans la musique
Donc la musique, on sait que pendant toute la révolution du Web 2, les 15 dernières années, les artistes musiciens ont commencé à sortir un petit peu du contrôle des majors et des boîtes de production de musique et à essayer de se faire connaître en direct en mettant leur musique gracieusement et gratuitement, sans en toucher de revenus, sur les plateformes telles que YouTube ou des plateformes gratuites de partage de musique. Mais leur sujet, c'était comment dégager un revenu de leur création artistique. Avec la technologie du NFT, avec les NFT, on peut acheter une production artistique, un morceau de musique, à un artiste, et c'est l'artiste qui touche directement le revenu et le prix payé, avec une petite marge prise par la plateforme, mais c'est des marges qui vont de 1 à 2%, c'est des commissions assez faibles. Donc je peux maintenant, grâce au NFT, être propriétaire d'une photo, d'une petite vidéo ou d'un morceau de musique, et je peux aussi le revendre sur le marché secondaire. Et lorsque je le revends en tant que collectionneur, le créateur initial touche des royalties automatiquement. Question de Philippe. Il te demande, d'abord il nous dit bonjour, bonjour PC Sandrine, les tirages de tête, les tirés à part entrent-ils, selon toi, dans le champ de l'art numérique? Tout à fait, parce que dans le NFT et l'art numérique, on peut très bien considérer qu'on fait des éditions limitées ou des tirages de tête qui sont des objets différents et différenciants. Et notamment, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans la photographie, où finalement le premier tirage, c'est pas le tirage le plus parfait, de la meilleure qualité. Quand on parle de tirage de tête qui s'applique notamment à la photographie, on parle aussi d'œuvres physiques. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de développement du NFT, du double digital, de la certification pour les biens physiques. C'est quand même assez nouveau, ça a démarré depuis 6 mois. On voit plein de solutions techniques qui sortent pour pouvoir, avec un objet physique, une œuvre unique physique, certifier et inscrire sur la blockchain euh, son certificat d'authenticité avec les droits et les royalties alloués. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. On est vraiment dans un espèce de Far West, donc les solutions ne sont pas complètement stabilisées et pérennes, mais les NFT peuvent être très utiles dans les tirages de tête pour numéroter de manière exclusive en fait et certifier l'exclusivité de ces tirages. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples et cas d'usage, des cas pratiques pour un artiste? Ça marche comment? Il s'y prend comment? Pour un artiste qui crée dans le monde physique, donc pas sous un format digital, l'enjeu pour lui est de pouvoir utiliser des solutions qui commencent à être sur l'étagère quand même pour certifier ses œuvres et émettre un NFT en décidant du montant des royalties qu'il veut toucher dans les ventes secondaires, les fameuses ventes secondaires, et de coller un espèce de smart contract numérique à son œuvre. La complexité qu'il y a aujourd'hui, et le marché est encore pas mûr, c'est que le smart contract, le NFT qui est attaché à un bien physique, qui peut être un bien de collection aussi, je pense aux objets de luxe, aux montres. Le sujet, c'est comment réaliser la vente du bien physique en étant certain que le NFT va aussi être transféré. Donc ça, il y a encore des petits sujets. Il y a des super startups qui sont en train de développer des solutions. On verra dans quelques temps, dans quelques années, quelles sont les startups qui deviennent hégémoniques et qui proposent les solutions que tout le monde va utiliser. Mais pour l'instant, c'est un peu la concurrence rude et ardue sur les solutions technologiques pour utiliser le NFT sur des biens physiques. Question de Charles. Il te demande, est-ce qu'avec les NFT, on peut faire des reprises comme on le fait dans la musique? Quand vous êtes propriétaire d'un NFT, par exemple d'un NFT musical, vous êtes propriétaire de l'œuvre et au sein du smart contract, vous êtes propriétaire aussi de certains droits liés à la propriété intellectuelle. Donc ça dépend du format du NFT et du smart contract qui dit quels sont les droits que vous avez à faire. Et on imagine très bien que le NFT musical peut complètement transformer l'industrie, notamment du streaming et du remix en boîte de nuit. Pourquoi? Parce que acheter un morceau de musique exclusif qu'on peut remixer après, donc on peut créer de la survaleur sur cette œuvre, bah, ça refait, on peut réémettre un nouveau NFT en incluant automatiquement les droits sur la première œuvre musicale.
Et ça donne de la construction assez extraordinaire. À titre d'exemple, il y a une collection visuelle qui s'appelle les World of Women, qui sont des petites œuvres représentant des femmes. Snoop Dogg a racheté une de ses œuvres NFT, un de ses NFT, et l'a transformé en émettant une série de 10 tirages de ces NFT, en mettant des morceaux de musique par-dessus. Donc l'œuvre digitale, qui était un format visuel 2D, une image, est devenue une image avec de la musique. Et Snoop Dogg, en fait, a créé de la valeur artistique sur cette première œuvre en rajoutant de la musique et les a remis en vente. Et les artistes initiaux, les World of Women, ont bénéficié d'une forme de royalties sur la nouvelle œuvre. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'avant, en fait, c'était des histoires d'accords, de contrats. Et le problème d'un contrat, en fait, c'est que quand on ne veut pas le respecter, il faut aller chercher la loi. Avec le NFT, on met en place des contrats pour redistribuer les royalties, mais ça s'exécute automatiquement grâce à la blockchain. Virginie, elle nous dit Givenchy a préparé une collection de NFT créée en collaboration avec l'artiste Chito, dont les recettes sont entièrement reversées à l'ONG The Ocean Cleanup. Elle te pose la question, est-ce que tu penses que les NFT permettront aux artistes, aux marques de préempter encore plus le développement durable? Alors moi, je pense tout à fait. Les NFT for Good sont un moyen de levée de fonds assez extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir accès à un marché mondial rapidement, parce que le NFT, c'est quelque chose de dématérialisé, qui est vendu sur des plateformes mondiales. On voit naître des très belles opérations. Je pense notamment aussi à Guerlain avec son opération sur les abeilles et Yann Bertrand. Je pense aussi à l'opération Ensemble Ukraine de vente de NFT pour financer l'association Ensemble Ukraine qui aide les Ukrainiens, envoie des moyens logistiques. C'est une voie de développement qui est très excitante et notamment qui marche très bien. Donc ça permet de toucher un public de porteurs de crypto qui vient du crypto et qui, avec leur crypto-monnaie, achètent des NFT for good et font de l'humanitaire aussi un petit peu. Voilà. C'est une nouvelle façon de lever des fonds pour de l'humanitaire et du sustainable. Sachant qu'aujourd'hui, la discussion sur est-ce que la crypto-monnaie, les blockchains sont éco-responsables, il y a des nouvelles blockchains qui sont économiques en énergie, à faible consommation d'énergie, contrairement à Ethereum et Bitcoin qui sont quand même très consommatrices d'énergie. Commentaire et question de Vanessa. Elle te dit les NFT comme on n'en a jamais parlé, très pertinent, merci. Donc ça c'est bon, c'est pris. Bravo Sandrine. La question de Vanessa, les NFT apporteront-ils toujours de la valeur? N'occasionneront-ils pas des abus et un pricing indécent? Qu'en penses-tu? Des abus, je ne sais pas, mais un pricing indécent, les créateurs et les équipes derrière les créateurs qui explosent tout, moi je suis pour. Pourquoi? Parce que on a vu que dans les 2 dernières décennies, en fait, dans tout le monde digital, la création de valeur a été préemptée par les grosses plateformes, les GAFAM. Les créateurs et les créatifs ont toujours ramé pour générer du revenu régulier. Et avec l'arrivée des NFT, on voit en fait des artistes qui arrivent à tirer un revenu en direct de leur création artistique. Je ne juge pas du niveau de la création artistique. Et moi, je trouve ça particulièrement bon pour notre société, sachant qu'ils font tout en direct, en fait. Et on a vu des fortunes se faire extraordinaires. On a l'impression que c'est en un claquement de doigts et en un instant, mais pas du tout. Quand on voit la vente de Beeple à 69 millions de dollars vendue aux enchères par Christie's, qui a eu lieu en 2021, qui a donné un peu le là, parce qu'il y a eu énormément de communication, ça a été repris dans la presse beaucoup. Beeple, c'est un artiste qui, depuis 15 ans, faisait une œuvre 2D, 3D tous les jours, et il en a sélectionné 5000 pour en faire une œuvre magnifique. C'est très controversé dans le monde de l'art en disant ils sont arrivés de nulle part, mais en fait, un artiste comme Beeple, c'est un artiste digital et numérique qui était très connu dans son milieu et déjà très respecté en termes de créatif. Donc oui, moi je suis pour les abus de prix et je suis pour que les créateurs, grâce à ces abus de prix, vivent mieux et puissent vivre complètement de leur création. Et je trouve ça très, très bien, très sain. Et sachant que les plateformes qui vendent ces NFT artistiques, en fait, prennent des commissions très basses. Donc ouais, je trouve vive les abus créatifs et artistiques pour que les artistes et les créatifs vivent mieux. Et que l'argent aille aux créatifs et à ceux qui font les choses, c'est mieux. Voilà.
Question de Flavie. Elle nous dit, on parle souvent des gains possibles pour les artistes, mais quid des coûts pour designer le NFT, créer une communauté, promouvoir, gérer le projet? Ça coûte combien de créer sa collection? C'est variable, mais comment tu ferais? Alors, ça coûte combien? Nous, c'est ce qu'on fait chez Artcare. On accompagne les créatifs, les artistes. On rêve, on voit des chiffres hallucinants, énormes en termes de revenus. Et il faut savoir qu'il y a toujours une grosse équipe derrière, notamment au marketing. Il n'y a pas que la création artistique. Il faut des très bons en création artistique, en création digitale. Et aussi derrière, toute une équipe marketing. La technique est assez facile d'accès, en fait, quand on vient du digital et qu'on sait développer. Il faut une grande qualité de rédaction du smart contract, qui est un peu un contrat juridique, donc il doit pouvoir s'appliquer et être applicable sur l'Amérique du Nord, qui ont d'autres réglementations sur la propriété intellectuelle. Et il faut surtout énormément de marketing. On dit, en général, aujourd'hui, on met 20-30% en production artistique, 60 à 70% en équipe marketing, et le reste peut-être pour la techno et le juridique. Et après, en fonction des ambitions de la collection, notamment, eh bien, on met plus ou moins d'argent. Il y a des très belles collections en 2021 qui ont démarré doucement, avec une mise sur le marché, et puis qui se sont emballées parce que la création artistique était intéressante et surtout parce que la roadmap de cette agrégation de communautés lors de la mise en vente du NFT était solide et bien présentée et attractive. Alors les questions fusent ce matin. On fera une émission, je pense, un peu plus longue que d'habitude parce que si tu es dispo, Sandrine, parce qu'il y a beaucoup de questions, ça passionne plein de monde. On attaque avec la question de Stéphane. Il nous dit, à terme, de nouveaux métiers comme agent artistique 3.0, designer de NFT vont se multiplier et d'autres comme ceux des maisons de disques vont disparaître selon toi? Je tablerai pas sur une disparition parce qu'on a vu avec la grande révolution du Web 2 que personne n'a disparu. Il y a eu des changements de position et de puissance. Je pense qu'il y a un nouveau métier qui est en train de naître et c'est le pari qu'on fait chez Artcare, qui est un peu d'agent artistique producteur pour des artistes créatifs. Mais en fait, il y en a pas. Il y a dans tous ces métiers qui accompagnent en fait les réussites de NFT, il n'y a pas un métier qui prime sur l'autre. Et on est un peu tous coproducteurs finalement des collections de NFT ou des NFTMI. Et ça, c'est très excitant. C'est une nouvelle façon de travailler qui est complètement décentralisée. On peut aller jusqu'à même créer un DAO. Une DAO, c'est une organisation digitale décentralisée. Et c'est assez excitant de travailler comme ça. C'est hyper horizontal en termes de gouvernance. Et c'est en fait des systèmes sur la blockchain qui décident de la gouvernance. Et quand on achète un NFT qui fait partie d'une collection, on rentre au-delà de la propriété de l'œuvre, en fait. On rentre dans une communauté qui est gérée par les règles du NFT. Donc ça va un peu au-delà juste de la propriété d'une œuvre sèche. Et c'est une véritable révolution. On fait partie d'une communauté, d'un premier cercle qui vit une expérience propre à la collection. Et c'est ce qu'on appelle la roadmap. Donc, c'est tout un nouvel univers artistique et créatif. Les musiciens s'en emparent en nivelant un petit peu leur communauté de fans. Et c'est une façon aussi de financer les artistes, puisque les artistes, c'est comme un peu une petite levée de fonds ou un appel à contribution. Acheter un NFT d'un artiste qui nous présente sa roadmap, les bénéfices de l'usage de ce NFT, c'est aussi sponsoriser un artiste et avoir des bénéfices spéciaux particuliers. Être différencié et se différencier du reste de la communauté. Question de Claire, elle te dit, est-ce que tu nous conseilles d'investir et si oui, dans quoi? Dans ce que vous aimez, auprès des artistes qui vous touchent au cœur. Je pense que c'est comme dans l'art, c'est-à-dire qu'il y a 3 déclencheurs pour l'achat d'une œuvre d'art. Il y a le coup de cœur émotionnel, que ce soit dans la musique, dans le cinéma, dans l'œuvre d'art artistique. Il y a la représentation sociale, et on voit que dans les NFT aussi, se dire qu'on a un Bored Ape Yacht Club, ça fait très classe, on l'affiche sur ses réseaux sociaux et on fait partie d'une petite élite. C'est un peu comme porter une Rolex aujourd'hui, mais dans l'univers digital. Et puis le troisième pas, c'est l'espérance de gain futur en se disant cet artiste, il vaut quelque chose, moi j'y crois, et dans 10 ans, son œuvre aura une plus forte valeur. Et là, on est un peu collectionneur aussi. Et ces 3 facteurs de déclencheur d'achat d'une œuvre d'art
Et ben, en fait, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital, c'est les mêmes leviers qu'on va toucher. Olivier rebondit, il dit levée de fonds, mais pourquoi les NFT sont-elles liées aux crypto-monnaies? Est-ce que ça bloque pas leur utilisation par les créateurs? Aujourd'hui, majoritairement, les NFT sont achetables en crypto-monnaie, ce qui est un frein au déploiement de l'usage. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il faut avoir acheté des crypto-monnaies, donc échanger ces monnaies fiat comme l'euro ou le dollar, les envoyer sur une plateforme d'exchange, acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum, le transférer sur un porte-monnaie électronique, porte des cryptos, pour pouvoir acheter. C'est très long, très compliqué, il faut être un peu geek, on est d'accord. Et petit à petit, on voit qu'il y a des gros systèmes de paiement sur Internet qui sont en train d'incorporer le paiement en crypto-monnaie, notamment PayPal qui l'a fait fin 2021. Et on sait que Stripe, qui est un gros système de paiement pour les sites e-commerce, est en train de travailler à l'intégration du paiement en crypto-monnaie. Donc très vite, ce sera résolu. Et c'est clair que quand les gros acteurs du paiement sur Internet vont permettre de payer en euros et en dollars et de gérer la plateforme de change avec les crypto-monnaies, le boom des transactions NFT va se réaccélérer de manière phénoménale. Moi, je table sur 2023, en fait. On pourra acheter avec notre carte bleue des NFT et c'est les solutions de paiement qui géreront le transfert en crypto-monnaie. Question de Vincent, il te dit la difficulté des NFT en tant qu'artiste, c'est qu'il faut d'abord créer sa communauté dans le domaine. Ça oblige à modifier ses références et ça prend un peu de temps. Il y a des moyens d'accélérer là-dessus ou pas? On a toujours des moyens d'accélérer, mais le sujet, c'est est-ce que l'accélération donne de la qualité? Et là, on revient aux basiques du marketing digital, hein, c'est-à-dire on peut acheter des fans, mais est-ce que ce sera des fans de qualité? Voilà. Et le sujet aussi, c'est quand même de se dire comment on garde sa communauté en direct. Pourquoi? Parce que quand un artiste, par exemple, passe du temps et donne ses créations aux plateformes Facebook ou notamment Instagram, on sait très bien qu'Instagram, on ne peut jamais atteindre 100% de sa communauté. Si on a 1000 ou 5000 ou 1 million de followers sur Instagram, quand on fait un post ou une story, l'algorithme d'Instagram ne propulse pas notre message à toute notre communauté, ce qui est un petit peu complexe. Aujourd'hui, toutes les communautés agrégées par NFT se sont montées sur Discord parce que Discord permet notamment d'avoir un reach à 100% et de parler en direct avec sa communauté. Discord, c'est un espèce de Slack utilisé en entreprise, mais privé, qu'on peut utiliser de manière très privée. Question de Camille, elle te dit le NFT peut aussi permettre de rentrer dans l'art et puis un jour d'être en capacité d'acheter une œuvre physique qui serait un résultat de la possession de tous les NFT de cette œuvre, de l'art en DCA. Alors je sais pas ce que le DCA veut dire ou fractionné, qu'est-ce que tu en penses? Alors ça se fait, il y a déjà des très très belles boîtes, notamment américaines, qui permettent d'acheter des parts d'œuvres d'art très cotées, très chères en fait. Et donc là, on est vraiment sur un système spéculatif, de spéculation sur l'art. Et ça se fait bien entendu dans les NFT. Pourquoi? Parce qu'il y a des NFT qui ont atteint des sommes considérables. Et pour acheter un NFT, en fait, les passionnés, les fans et les collectionneurs de NFT peuvent s'organiser en collectif et notamment en DAO, en organisation digitale décentralisée. Et on a vu, par exemple, des collectionneurs former un collectif pour acheter un Bored Ape Yacht Club, en fait, un petit singe, et à titre spéculatif, pouvoir le remettre sur le marché quelques mois après, encaisser la plus-value. Évidemment, les royalties sont versées. Et donc, c'est tout à fait possible de l'art en DCA sous format de NFT. C'est peut-être même plus facile que des œuvres d'art, d'acheter des œuvres d'art en commun dans le monde physique. Vanessa te demande, est-ce que les NFT deviendront ou pourraient devenir médias et produits à la fois, selon toi, Sandrine? Mais en fait, Vanessa, ta question est extra parce que je pense que les NFT sont un média et un produit à la fois. Et au-delà du produit, je pense que les NFT sont le lien d'une communauté. Et ça, c'est complètement révolutionnaire. Les porteurs de NFT sont les porteurs d'un pass, d'un membership dans une communauté qui permet de sponsoriser un artiste ou un collectif d'artistes. C'est des équipes complètes derrière. Et je suis sûre que s'il y a des businessmen et des marketeurs dans l'audience, ils comprendront que ça risque de révolutionner un autre secteur, le secteur de la relation entre la marque et ses clients et ses fans, en fait. Parce que ce que font les artistes, en fait, c'est gérer leur marque, en fait.
et créer de la valeur sur leur communauté en direct grâce aux NFT. Et on sait très bien que le sujet des marques aujourd'hui, c'est comment arrêter d'être intermédié par les plateformes, le digital, comment gérer la fin des cookies. Donc, ce qui se prépare et ce qui se teste dans ce champ extraordinaire qui est utilisé par les artistes et les créatifs et l'industrie créative va très certainement se propager assez rapidement en fait dans les autres industries, toutes les industries qui sont en relation avec des clients en direct en fait. La grande désintermédiation ne fait que commencer, si j'ai bien compris. Merci beaucoup, Sandrine, d'être passée ce matin. Mais c'est moi, PPC. Merci beaucoup à tous pour vos questions très pointues déjà, je trouve. C'est assez extraordinaire. Et on voit que c'est un sujet qui enthousiasme tout le monde et qui excite tout le monde. Et ça va durer, ça va durer. Et ça va durer. Mes amis mines, merci d'avoir participé à ce direct. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode sur ta plateforme de balado-diffusion en replay, oui, sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et tant d'autres. Un grand merci.